Demain, c'est le début de la grande messe du basketball collégial américain. Le March Madness, c'est vraiment rendu le tournoi des tournois aux États-Unis. C'est la folie. Quand on dit la folie du printemps aux États-Unis, ben, ça commence demain. Et on a le plaisir de discuter avec un gars que vous allez voir à RDS, parce que RDS est le diffuseur québécois du March Madness. Peter Yiannopoulos. Bonjour, Peter. Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, Peter. Pourquoi le March Madness est aussi populaire aux États-Unis? Mais écoute, Danny, c'est clair que c'est un des plus gros tournois, non seulement aux États-Unis, mais dans tout le monde. C'est parce que tu as 68 équipes qui commencent le tournoi. Ça a commencé hier avec deux matchs à soir, mais officiellement, les équipes demain à samedi. Chaque équipe a une chance de gagner le championnat national. Puis quand tu perds un match, ta saison est terminée. Et après 20-25 ans que moi je regarde le tournoi, à chaque année, il y a tellement de matchs qui finissent à la dernière seconde, des petites écoles qu'on croyait pas vraiment qu'il y aurait une chance de battre une des grosses écoles. Ça arrive tout le temps. Tout le monde peut essayer de prédire qui va gagner, mais à chaque année, c'est le même résultat. On ne sait pas qui va gagner d'année. Effectivement. Puis je pense que c'est pour ça. Ça, tout le monde l'aime. Et c'est pas, je me rappelle, il y a 2-3 ans, Butler, qui est une petite université, s'était rendu au Final Four, qui est la dernière fin de semaine, avant le grand match de la finale. Donc, quand tu dis, là, Peter, que n'importe qui peut battre n'importe qui, c'est vrai, parce que c'est un seul match. C'est ça qui fait la beauté du March Madness. Oui, évidemment, c'est exactement ça. Butler, c'est une petite école. Il joue dans un petit gymnase à Indiana avec seulement 3000 sièges comparativement à Indiana qui joue dans des gros arénas de 20 000. Puis Butler, je me souviens, leur entraîneur-chef, Danny, c'est Brad Stevens. Puis Brad Stevens, c'est un gars que je connais depuis longtemps, peut-être 15 années. Il était un assistant à Butler quand personne ne les connaissait. Moi, j'étais un entraîneur ici au Québec, au Cégep Champlain-Saint-Lambert, puis j'avais beaucoup de joueurs qui sont rendus aux Division 1. Ils me demandaient, s'il te plaît, Peter, je veux recruter tes joueurs, mais fais-moi une faveur. Réponds à mon appel quand je t'appelle, parce que je sais que les grosses écoles, Kentucky, Michigan State, Florida, t'appellent tout le temps. J'ai dit, Brad, pas de problème. Mais maintenant, Danny, 10 ans plus tard, Brad Stevens, un des meilleurs entraîneurs, je lui ai dit cette année, s'il te plaît, maintenant, je sais que les gros noms t'appellent. Peux-tu prendre mon appel, s'il te plaît? Puis il a commencé à aller. Mais c'est clair, tu as des écoles comme Butler, des écoles comme VCU, une comme Davidson, il y a une couple d'années, c'est rendu au Elite Eight avec deux Québécois, des collègues avec moi, Will Archambault puis Maxime Paulus-Gosselin. N'importe quoi peut arriver dans le mois de mars, Danny. Oui, effectivement. Peter, on a vu dans la NCAA cette année, c'est une année que ça m'a fait penser, comme la NCAA au football, il y a quelques années. Il y a eu des équipes que lorsqu'ils arrivaient premiers au classement général, ils perdaient, puis ils perdaient on dirait qu'ils étaient allergiques au premier rang. On a vu Indiana, on a vu également Michigan, de mémoire, être premier, puis perdre la première place. Maintenant, tu as Gonzaga qui est rendu premier, mais Gonzaga, tout le monde s'accorde pour dire que c'est pas des vrais premiers rangs. Donc, c'est une année, quand tu dis là, d'une année de parité, c'est encore plus vrai cette année. T'as pas une équipe n'importe qui peut surprendre. D'ailleurs, la preuve a été faite durant la saison, c'est que chaque équipe était allergique au premier rang. Ouais, tu fais un bon point, Danny. C'est vrai que cette année, je pense qu'il y a au moins 10 équipes qui sont rendues premiers au classement, puis un jour ou deux plus tard, le prochain match, ils ont perdu. C'est incroyable. Tu parles d'une équipe comme Indiana qui était commencé l'année favori pour gagner tout le tournoi. Ils étaient numéro, je pense, 3 fois, mais ils ont perdu. C'est clair qu'ils jouent dans une grosse conférence du Big Ten. On voit des équipes comme Indiana, Ohio State, Michigan State, Wisconsin aussi, ils ont battu les grosses équipes. C'est une conférence très, très difficile à gagner, mais ça veut dire que cette année, c'est encore plus difficile à faire des prédictions, Danny. Moi, ça ne tente même pas de les faire mes prédictions parce que je sais pas qui va gagner avec la parité dans la NCAA cette année. Ça va être tout un tournoi. Puis quand ça commence demain, on prévoit beaucoup de matchs qui vont être serrés. Même des petites écoles peuvent gagner. Même les grosses écoles, on sait même qu'est-ce qui va arriver cette année, Danny. Effectivement.
Peter, si on parlait un petit peu des Canadiens qui sont dans l'NCAA, on a vu une évasion de Canadiens, et pas qui font partie du 5 partant, mais qui sont dominants. Je pense entre autres à Anthony Davis à UNLV, tu as également Kevin Pagos à Gonzaga, tu as son compatriote également. Tu as un joueur de Michigan là, dont le nom m'échappe, qui fait partie du 5 partant également, qui est un Canadien. Et tout ce beau monde-là, tu as Laurent Rivard qui va jouer également. Tu as l'autre, Orléans également, qui est un Québécois. C'est tout ce beau monde-là sans... puis on attend Andrew Wiggins, qui est vu comme le prochain LeBron James dans la NBA, qui est Canadien, qui vient de Toronto. Donc c'est encore plus intéressant encore pour les Canadiens de suivre le March Madness cette année. Oui, c'est un excellent point. C'est sûr que ça fait beaucoup d'années qu'on a beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois dans la NCAA d'année, mais la différence avec cette année, c'est que, comme tu as mentionné, les Canadiens font partie des grandes équipes de la NCAA. Ouais. Puis ils jouent un grand rôle avec leurs équipes respectives. Si on parle de la meilleure équipe ou classée numéro 1 aux États-Unis, Gonzaga, les Bulldogs, 2 Canadiens, Kevin Pangos puis Kelly Olynyk, je pense que c'est toute une saison pour eux, pour les Bulldogs à Spokane. On voit que Pangos est un des meilleurs meneurs de jeu dans tout la NCAA et on voit que Kelly Olynyk, c'est parmi les meilleurs joueurs du tout le pays. C'est un joueur de 7 pieds. Il a vraiment dominé cette année. Je parle à beaucoup d'entraîneurs de la NCAA. Ils me disent que ce jeune homme va avoir toute une saison, toute une carrière dans la NBA. On voit que UNLV aussi, il y a 2 Canadiens, Anthony Bennett. Je pense qu'il va être il va être parmi les 5 premiers repêchés l'année prochaine dans le repêchage de la NBA. On a un Montréalais aussi de cette équipe, Kem Birch, un transfert qui a joué à l'Université de Pittsburgh. Bennett et Birch, c'est 2 joueurs intérieurs avec beaucoup d'athlétisme, beaucoup de caractère. Birch bloque beaucoup de Bennett qui est capable de lancer des 3 points. Alors UNLV sont classés 5e. S'ils peuvent battre California dans la première ronde, peut-être un match avec Syracuse en deuxième ronde, fait que ça va être spectaculaire. Michigan, ils ont un Canadien de Toronto, peut-être le meilleur shooter de toute la NCAA, Nick Stanskis. Ouais. Michigan, on a dit qu'ils étaient classés premiers. Maintenant, ils sont rendus 4e. C'est clair. Trey Burke. Ils ont Robinson, Glenn Robinson, Tim Hardaway Jr. Je pense avec Stanskis, Michigan reste une équipe à surveiller. Mais c'est clair qu'il y a tellement beaucoup de Canadiens. Laurent Rivard, Davidson, Nico Cochran, c'est le meilleur lanceur de lancer franc de toute la NCAA cette année, 95%. Il a joué pour nous à Champlain-sur-la-Mer. Alors, il y a tellement de Canadiens, je pense qu'il y en a 30 qui jouent. Alors, ça va être extrêmement satisfaisant et excitant les voir, les surveiller. Et Peter, je parlais avec Pascal Jobin, que tu dois sûrement connaître, qui est mon collaborateur régulier de la NBA, et il me disait, on faisait la démantelature l'autre fois, puis on disait, est-ce que c'est l'arrivée des Raptors et des Grizzlies en 95? Ces jeunes-là, ils ont 18-19 ans, là. Donc, ils ont vécu la première année des Raptors. Est-ce que c'est ce fait-là qui fait en sorte qu'il y a autant de Canadiens maintenant? Ben, c'est clair que ça a aidé, ça. Ouais, hein? C'est d'avoir 2 équipes professionnelles dans la NBA qui est la meilleure ligue dans tout le monde. Puis le basket, c'est un sport mondial que tous les joueurs aiment jouer. Tu vois, quand les joueurs s'en vont, quand il y avait les Olympiques à Beijing en 2008, tout le monde avait le jersey de Kobe Bryant. Tout le monde en Chine. Ils adorent la NBA depuis que Michael Jordan jouait, puis Magic Johnson. Mais quand tu peux voir des joueurs qui jouent à Toronto, c'était pas vraiment une bonne affaire, que très décevant quand les Grizzlies ils ont quitté Vancouver, mais quand même, ça reste que avec les Raptors, on est capable de les voir chaque soir. T'as des gars maintenant, ils ont eu la difficulté un peu, mais on a vu des joueurs comme Vince Carter, un joueur comme Tracy Grady. Vince Carter, je pense que c'est lui qui a vraiment changé les données pour le basketball canadien et québécois. Tout le monde voulait dunker comme Vince. Tout le monde voulait être une étoile. C'est que là, t'as donné Andrew Wiggins, je pense que c'est lui la prochaine rose vedette de la NBA, un gars qui joue un peu comme LeBron James, un peu comme Ray Grady, un peu comme Kobe. Je pense que Wiggins, ça va être toute une histoire que les Raptors pourraient avoir. Je sais pas comment ça va se produire, mais néanmoins, tous les joueurs canadiens, puis avec la NBA, c'est clair que quand tu es un jeune joueur,
C'est vrai que la province de Québec et au Canada, c'est plus le hockey qui compte, mais quand on était jeune, on regardait nos héros, des joueurs comme Guy Lafleur, après des joueurs comme Patrick Roy. C'est la même chose pour nos jeunes maintenant dans la NBA. Ils regardent les joueurs spectaculaires, puis un jour, ils vont être dans la NBA, Danny. Okay. Effectivement. Dernier point, qui tu vois en finale? Dans le March Madness, je pense que c'est la finale, c'est le 8 avril. Oui, c'est ça, le 8 avril. Qui tu vois en finale le lundi soir, le 8 avril, pour la finale du March Madness? Tellement une question difficile, Soudan. Je pense que cette année, honnêtement, il y a à peu près, je dirais d'habitude, à peu près 6 ou 7 équipes qui ont une chance de gagner, puis tu as peut-être 1 ou 2 vraiment favoris. Cette année, je pense que tu as peut-être 15 ou 15 équipes que sincèrement, ils pensent qu'ils peuvent avoir une chance de gagner. Ça va être un peu de chance aussi. Ils doivent rentrer des 3 points, peut-être gagner un match assez serré, mais je pense que Indiana, c'est une équipe que je vois qui vont être finale. Je pense qu'ils ont 2 excellents joueurs, Cody Lear et Victor Oladipo. C'est 2 joueurs qui vont être dans les NBA, des joueurs spectaculaires. Je pense qu'ils ont une bonne saison. S'ils jouent de la façon qu'ils peuvent jouer le système de Tom Cream, je les vois en finale. Tout le monde, je pense que Louisville a des grandes chances. Les Cardinals ont une grosse équipe, mais je crois que les Blue Devils de Duke, je pense qu'ils vont être en finale avec Indiana. Ils ont perdu les services de Ryan Key pendant 2 mois durant l'année, mais malgré ça, ils ont resté comme une équipe de top durant toute l'année. Avec Kelly, avec Curry qui peut lancer les 3 points. L'année passée, n'oubliez pas que Duke, ils ont perdu en première ronde contre Lehigh. Coach K, il n'a pas aimé cette défaite d'année, puis que cette année, j'aimerais ça. Je pense, elle ne pensait pas que je vais être correct, mais je pense que maintenant, on pourrait avoir une finale India contre Duke, puis je pense que ça va être assez spectaculaire Atlanta le 8 avril. Duke, c'est comme les Patriots de Nouvelle-Angleterre, c'est les Yankees de New York, c'est la tradition, c'est l'expérience, c'est les anciens de Duke qui sont là. Donc, lorsque tu parles d'un programme de basketball aux États-Unis, là, Duke, c'est incroyable. Ben, Peter, la table est mise, comme dirait l'autre, c'est à RDS 2 demain. Vous allez être en honte et je pense que vous allez présenter le premier match de Laurent Rivard contre New Mexico State, c'est ça? Oui, exactement. Laurent Rivard contre New Mexico. Ça va être tout un match Harvard, puis toute la journée, on va être là à RDS 2, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On n'arrête pas jusqu'à la grande finale lundi soir. Fait que, regardez sur RDS 2, puis on va essayer d'amener les meilleurs matchs avec une bonne analyse, puis c'est le Madness, puis merci beaucoup pour avoir pris le temps de m'avoir sponsor. Peter, j'aimerais te reparler durant le match Madness, ce serait possible? Oui, n'importe quand tu m'appelles, puis je suis là depuis cette année. Peter Yiannopoulos de RDS, qui est demain le début de la grande messe du basketball collégial américain aux États-Unis.